Environnement et droit, troisième numéro. Madame, Messieurs, merci et bienvenue à cette émission à laquelle vous êtes en train de prendre l'habitude. C'est une émission qui aborde le cadre légal de la protection de l'environnement dans son ensemble en République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité à Environews TV et merci d'être particulièrement fidèle à cette émission Environnement et droit. Je suis Roméo Kalonji Kachika. Je suis accompagné par l'équipe technique de tout le temps, Serge Ngalamolume, Glody Mfoulou et Francis Mbanzoulou. Nous disons un grand merci au coordinateur de cette émission, Alfred Prince Ntumba. Merci et bienvenue à vous tous qui êtes là avec nous. Nous parlons aujourd'hui des enjeux environnementaux et les droits des peuples forestiers, cas des autochtones pygmées. C'est notre sujet du jour. Je vais aborder ces sujets avec mon invité de tout le temps, notre consultant permanent, le professeur Chitende Wampinda Guillaume, docteur en droit public, spécialiste en droit de l'environnement, urbanisme et aménagement. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur ce plateau de Environnement et droit. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, nous allons aborder le sujet que j'ai évoqué tout à l'heure, mais faisons un petit rappel sur ce qu'on a dit la fois passée. On a parlé du rôle du droit dans la protection de l'environnement, cas du code forestier. Avec vous, on a évoqué le droit qui occupe une place importante dans la lutte contre la dégradation de l'environnement dans notre pays. Alors, voulez-vous faire un petit rappel sur ce qu'on a dit, particulièrement sur l'importance du droit? Alors, il faut dire, le droit, comme dans toute société, est un ensemble de règles en fait, qui permettent le fonctionnement et la gestion de la société. Et donc, ça, tous les juristes les savent assez très bien. En ce qui concerne l'environnement, nous allons dire que le droit de l'environnement vient aider, à travers les différentes dispositions prises par les législateurs, vient aider à une très bonne gestion de tous les éléments environnementaux qui nous entourent, qui font partie de la République démocratique du Congo. Et là, spécifiquement, donc, le droit de l'environnement va aider dans la gestion forestière, dans la gestion de la conservation de la nature et dans beaucoup d'autres éléments. Et donc, comme aujourd'hui, nous allons voir aussi que la nouvelle loi qui a été prise par les législateurs par rapport aux peuples autochtones va participer, contribuer aussi, n'est-ce pas, dans cette gestion qui doit être apportée aux peuples autochtones qui vivent dans les milieux forestiers. Alors, parlant du code forestier, vous aviez relevé les points positifs, les points négatifs et vous aviez fait quelques formulations des propositions pouvant être apportées à cette loi. Est-ce que vous voulez revenir un petit peu sur ces propositions-là? En effet, en évoquant dans l'émission dernière le code forestier, nous avons relevé plusieurs éléments qui constituent les faiblesses de ces codes forestiers. Et vu que ces codes forestiers totalisent cette année, d'ici les mois d'août, 20 ans d'existence, il y a un certain nombre de dispositions qui sont devenues obsolètes, qu'il faudrait changer, adapter. Et parmi ces éléments, j'en ai répertorié à peu près 3 qui me semblent importants par rapport à ces codes forestiers. Le premier élément, il me semble que nous avons vu que ces codes forestiers ne disposaient pas d'une charte, qui permet une relation d'entente entre les concessionnaires, les exploitants et la population autochtone vivant dans ces forêts-là. Donc il me semble que cette absence d'une charte qui doit rapprocher les exploitants et les populations autochtones me semble être un élément quand même indispensable. Je l'ai dit aussi en rapport avec la nouveauté qui a été apportée par le nouveau code minier congolais qui a fait un bond en avant pour demander aux entreprises de signer des chartes avec les communautés locales afin que pour tout renouvellement des titres fonciers, les communautés puissent être consultées afin de donner leur avis
par rapport à l'exploitation minière telle qu'est faite par les entreprises minières. Cette avancée-là peut être, n'est-ce pas, intégrée dans les réformes à penser par rapport au code forestier pour qu'une charte aussi des collaborations entre entreprises et populations locales puisse être envisagée. Pourquoi c'est important? Parce que la charte peut aussi avoir des éléments de développement endogènes. Et ces éléments de développement endogènes peuvent être financés en effet par les exploitants et les concessionnaires. À partir du moment où on ne le fait pas, on trouve que dans les milieux d'exploitation forestière, les populations continuent à être pauvres. Il n'y a pas une politique de développement local qui est constatée et il y a une absence de prise en charge sociale au niveau de ces entreprises. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, il me semble, parmi les faiblesses de ces codes, c'est au niveau des sanctions. C'est-à-dire les sanctions proposées par rapport à toutes les violations liées à l'exploitation forestière me semblent dérisoires. Quand on met des sanctions de l'ordre de 10 000 francs à 5 000 francs pour des gens qui ont coupé des espèces interdites, il me semble que la sanction n'est pas assez importante. Quand il y a des sanctions de l'ordre de 1 an à 3 ans pour des infractions qui sont quand même beaucoup plus graves par rapport à la destruction de la forêt, il me semble que tous ces éléments-là doivent être révisés par rapport aux sanctions pour que les concessionnaires et les exploitants comprennent que la forêt constitue pour nous un élément de la souveraineté nationale. Et en dernier lieu, c'est par rapport à tous les éléments relatifs à la fiscalité. La fiscalité forestière aujourd'hui, il me semble qu'elle n'est pas très poussée, elle ne participe pas au budget national, elle ne participe pas au développement des provinces, elle ne participe pas au développement des entités territoriales décentralisées. Donc ces éléments-là financiers doivent être aussi révisés à ce niveau-là. Mais aussi, le dernier élément qu'il veut ajouter par rapport à ces points, c'est au niveau de la communauté internationale. Parce que notre forêt contribue à l'équilibre du climat au niveau mondial. Donc, il nous appartient à nous, et là j'insiste par rapport au nouveau ministre de l'Environnement, Mme Eve Bazaïba, de faire en sorte que la RDC puisse bénéficier de sa contribution aujourd'hui au niveau mondial par rapport à la préservation non seulement de l'environnement, mais à la biodiversité et ensuite au changement climatique. Donc ces éléments doivent faire en sorte que la communauté internationale veuille soutenir les efforts de la RDC dans ces éléments. Voilà les 3 éléments que je voulais vous présenter par rapport aux faiblesses liées au code forestier. Voilà, j'espère que votre interpellation va être entendue par Madame Bazaïba Eve qui vient d'arriver à l'environnement avec un caractère très important attribué à ce ministère élevé au niveau de la vice-primature. Nous espérons que cela va permettre d'appliquer la politique du président de la République. Nous l'avons suivi lors du sommet sur le climat initié par le président américain Joe Biden. Le président a déjà donné le ton sur ce que vous venez d'évoquer, les rémunérations sur les forêts par rapport aux forêts ou à ce que la RDC apporte en termes de séquestration des carbones ne sont pas vraiment conséquentes, et il a souhaité que l'on passe des 5 à 1 000 $. Espérons que la nouvelle patronne de l'environnement va s'appuyer sur ce que le président a dit pour que la RDC puisse bénéficier efficacement ou de manière efficiente de son rôle qu'elle est en train de jouer. Alors, par rapport au sujet du jour, je l'ai dit au début, nous parlons des enjeux environnementaux et les droits des peuples forestiers, cas des autochtones pygmées. Nous évoquons ce sujet parce que tout récemment, au niveau de l'Assemblée nationale, en début du mois d'avril, on a appris que cette Assemblée a adopté le projet de loi portant protection et promotion des droits
de peuples autochtones pygmées de la République démocratique du Congo. Cela a suscité une grande joie pour les autochtones pygmées habitant Kinshasa. Et nous allons voir pourquoi cette loi a-t-elle été adoptée et quel peut être son impact sur l'environnement. Dans l'exposé des motifs de cette loi, professeur, il est dit que les pygmées étaient jusqu'ici délaissés dans le processus d'intégration sociale des communautés nationales. On y évoque également la dépossession de leurs terres et plusieurs autres soucis qui constituent la motivation de cette loi. Votre premier commentaire par rapport à l'exposé des motifs? Alors, je voudrais dire d'emblée que cet exposé des motifs de cette nouvelle loi est extrêmement riche en éléments qu'il apporte. Et je voulais aussi ajouter que mieux vaut tard que jamais. Les législateurs congolais s'est rendu compte effectivement d'une absence de la protection des populations autochtones vivant dans nos forêts et ailleurs et a estimé bon de passer en vitesse pour que l'adoption de cette loi puisse se faire. On peut dire d'emblée que cet exposé des motifs qui est riche commence par inventorier les problèmes auxquels sont confrontées les populations autochtones. Les différents problèmes que les populations autochtones ont de manière quotidienne en vivant dans leur milieu. Il y a un problème de discrimination qu'ils observent et qui n'ont pas accès aux mêmes droits que les populations vivant en dehors de leur milieu. Il y a un problème de collaboration avec les institutions locales, provinciales et nationales, une collaboration. Il y a une absence de prise en considération de leurs problèmes. C'est comme ça que la loi essaie d'expliquer au niveau administratif. Il y a une sorte de marginalisation politique, administrative, économique et sociale, voire même culturelle de ces populations qui ont en définitive en fait se rendent compte ne profitent pas réellement de leurs terres. Donc on peut les déplacer pour des raisons d'exploitation minière ou forestière sans qu'ils puissent bénéficier des réelles indemnisations. Donc, sur ces premiers éléments des problèmes mis en valeur par les législateurs congolais, on peut dire réellement que les peuples autochtones, particulièrement les Pygmées, sont confrontés à des réels problèmes. Le deuxième élément lié à cet exposé des motifs, ce sont des sources en fait. L'exposé des motifs est allé regarder au niveau de la communauté internationale les différentes dispositions des conventions internationales existantes qui permettent à ce que les peuples autochtones puissent être protégés. Il y a eu par le passé une déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones. Ils se sont réfugiés à regarder aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes internationaux des droits civils et politiques, les pactes internationaux des droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur toute forme de discrimination, la Convention internationale aussi sur l'esclavage et sur l'abolition de l'esclavage et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc les sources sont là et toutes ces sources internationales existent depuis bien longtemps. Mais c'est seulement la RDC qui avait pris un certain nombre de retards pour aller puiser au niveau du droit international des éléments de protection de peuples autochtones. Il y a aussi un élément, deux autres éléments importants sur les finalités en fait de la loi. Qu'est-ce que la loi poursuit en fait? La loi a pour vocation de poursuivre deux éléments aujourd'hui. L'amélioration des conditions de vie des peuples autochtones, notamment des Pygmées. Il faut arriver à leur donner ce qu'il faut pour que leurs conditions de vie puissent être améliorées. Et dans ces conditions de vie, on verra, il y a plusieurs éléments par rapport à ce que nous avons évoqué. Mais le deuxième élément dans les finalités, c'est aussi que l'État congolais doit, à leur égard, exécuter ses devoirs de protection de ces populations autochtones. Donc la loi met en évidence ces éléments-là pour que les peuples autochtones puissent en bénéficier. Et donc pour arriver en effet à bénéficier, à mettre en place, et c'est ça un des éléments négatifs que je relève, cette loi n'est pas suivie vraiment d'un programme réel. C'est-à-dire que pour arriver à résoudre tous ces problèmes que les législateurs ont mis en place, il fallait qu'il y ait une programmation
déjà mises en place pour voir comment le mécanisme qui va permettre à ce que les populations autochtones puissent sortir de tous ces problèmes qu'ils ont évoqués à ce niveau. Voilà les petits commentaires que je peux donner dans un premier temps par rapport à l'exposé des motifs de la loi que les législateurs veulent voter durant ces mois d'avril. Voilà, merci, c'est très important. J'allais vous poser d'ailleurs la question de savoir s'il était vraiment important de prendre toute une loi destinée uniquement à protéger le peuple autochtone, mais là vous venez de me couper la parole, comme on dit, et vous venez de relever quelque chose de très important. Je ne cesse de rappeler que cette émission est là pour faire un état des lieux sur le cadre légal. Nous allons voir qu'est-ce qui est dit dans toutes nos lois en matière environnementale et toutes les lois qui concourent à la protection donc, de l'environnement. Le cas de cette nouvelle loi qui vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Cette loi donc est composée de 58 articles à la lire, mais en réalité, en parcourant, nous avons constaté qu'il y a des erreurs de saisie. Au lieu des 58, c'est plutôt 55 parce qu'il y a 3 numéros qui ont été sautés. Nous espérons qu'au niveau de l'Assemblée nationale, cela va être corrigé très rapidement, peut-être même avant la promulgation, ou même apporter des modifications en tenant également compte de ce que vient de faire le professeur comme remarque. Alors, cette loi, je le disais, est composée de 58 ou 55 articles, répartis en 7 chapitres, des dispositions générales, des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels, du droit de l'environnement, du droit à la terre et aux ressources naturelles, du droit au travail et des dispositions finales. Mais dans le cadre de cette émission, nous allons nous apaisantir beaucoup plus sur le chapitre 4 et le chapitre 5 du droit à l'environnement et du droit à la terre et aux ressources naturelles. On va commencer, professeur, par voir le chapitre relatif au droit à l'environnement qui a juste 3 articles. On va lire les textes pour essayer de voir qu'est-ce que ça donne et en lisant ces articles, on va aussi lire le code forestier pour essayer de voir s'il n'y a pas, je ne sais pas moi si je dois parler en termes de chevauchement ou similitude de texte. Donc je préfère qu'on commence avec le code, plutôt la loi elle-même, la loi qu'on est en train d'analyser. Le chapitre 4, je l'ai dit, c'est du droit à l'environnement et en son article 39, il est dit le pouvoir central, la province et les entités territoriales décentralisées assurent la protection et la promotion de modes traditionnels de gestion de l'environnement par les peuples autochtones pygmées, tout en tenant compte de leur consentement libre, informé et préalable. Ils garantissent l'implication et la participation des peuples pygmées dans la gouvernance et la gestion des écosystèmes. À l'article 40, il est dit l'État garantit aux peuples autochtones pygmées le droit à l'environnement sain. Et à ce fin, il établit et met en œuvre des programmes d'assistance en leur faveur et d'amélioration de leurs conditions de vie. Il met en place les moyens permettant de développer les initiatives propres à ces peuples et, si l'échec, leur fournit les ressources nécessaires à cette fin. Voilà, là c'est dans la loi portant donc protection et promotion des droits des peuples autochtones, mais je veux qu'on puisse ouvrir également le code forestier rapidement aux articles 36 et 38, oui. À l'article 36, c'est le premier chapitre du 3e titre des droits d'usage forestier. Il est dit les droits d'usage forestier des populations vivant à l'intérieur ou à proximité du domaine forestier sont ceux résultant des coutumes et traditions locales pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux lois et à l'ordre public. Ils permettent le prélèvement des ressources forestières par des populations en vue de satisfaire leurs besoins domestiques, individuels ou communautaires. Et à l'article 38, il est dit « Dans les forêts classées, à l'exception des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux et des jardins botaniques, les droits d'usage sont exercés exclusivement
par les populations riveraines et leur jouissance est subordonnée au respect des dispositions de la présente loi et des mesures d'exécution. Voilà les deux textes que je voulais qu'on puisse lire et comprendre un peu. Fallait-il nécessairement une loi spécifique? C'est là que ma question revient. Fallait-il une loi spécifique pour les pygmées alors que le code forestier abordait déjà la question dans ces articles que je viens d'évoquer? Moi, je pense que oui, il fallait une loi spécifique parce que les codes forestiers aborde la question de manière globale par rapport à l'ensemble de la communauté nationale. Okay. Mais la loi sur le peuple autochtone aborde par rapport aux habitants qui vivent directement dans la forêt, c'est-à-dire qui ont un rapport de vie de manière directe dans la forêt. Et donc, les deux dispositions, en fait, que ce soit dans le code forestier, que ce soit dans la loi portant protection des peuples autochtones, ne se contredisent pas, mais au contraire, se complètent en fait. Pourquoi il y a un complément? Parce que en faisant la protection de l'environnement, on ne doit pas ignorer qu'il y a des peuples qui vivent dans la forêt. Et ces peuples ont eu une mode de vie qu'ils ont développé depuis des millénaires, depuis longtemps. Et d'ailleurs, leur mode de vie, si on observe très bien, n'a jamais eu d'impact très néfaste par rapport à la préservation de la biodiversité, au changement climatique et à la protection de la forêt. Donc, si on devait leur refuser la possibilité d'user, comme ils le font, de la forêt, de la biodiversité comme ils le font, sans qu'ils puissent dégrader cette dernière, ben, on mettrait ces peuples où? Parce qu'on ne peut pas les sortir de leur milieu autochtone pour les amener en milieu urbain. Donc, en les laissant vivre dans leur milieu-là, il fallait les laisser continuer à user au niveau alimentaire, au niveau sanitaire, au niveau culturel, au niveau intellectuel, des dispositions, n'est-ce pas, leur permettant de profiter de toutes les ressources naturelles qu'on retrouve dans leur milieu. Et donc les codes forestiers comme les codes comme la loi actuelle viennent se compléter et donner une place, une reconnaissance d'ailleurs, c'est comme ça que moi je les comprends personnellement, une reconnaissance au peuple des autochtones de continuer, n'est-ce pas, à utiliser, à préserver la forêt comme ils l'ont toujours vu, parce que l'impact qu'eux ont eu dans l'exploitation, dans l'utilisation de cette forêt-là n'est pas aussi néfaste qu'on pourrait les penser. En disant ici, d'ailleurs dans l'article 39, en disant que promotion et protection des modes traditionnels de la gestion de l'environnement, c'est reconnaître en fait un usage qui a toujours permis la préservation de l'environnement. Donc les peuples pygmées, par rapport à leur milieu, par rapport aux prélèvements qu'ils font dans la forêt, dans la savane, partout où ils vivent, ils n'apportent pas un impact négatif dans la protection de la forêt, dans la protection de la biodiversité ou dans les changements climatiques, comme d'ailleurs l'homme moderne, l'homme industriel les fait. Voilà la première remarque par rapport à cet élément. Deuxième remarque, l'ensemble de ces lois reconnaît en fait au peuple autochtone la possibilité de vivre dans un environnement sain. C'est-à-dire qu'un environnement qui permet la continuation de leur civilisation. Ça, c'est un élément très indispensable et très important. Il n'est pas acceptable qu'avec la technoscience, avec l'arrivée des concessionnaires, des exploitants industriels, qu'on arrive à faire des prélèvements qui changent les modes de vie des populations autochtones dans leur milieu de vie. Et c'est ça, malheureusement, l'effet inverse qu'on peut avoir avec des très grandes exploitations qui peuvent venir, comme ça se fait déjà dans l'Amazonie, pour perturber la façon de vivre des populations autochtones dans ces milieux de vie-là. Vivre dans cet environnement sain signifie aussi qu'ils gardent tout ce qu'ils utilisent comme molécules, parce que ça c'est très important, tout ce qu'ils utilisent comme molécules pour se soigner, pour tout ce qu'ils utilisent comme alimentation venant de ces milieux-là. Donc ils doivent rester dans ce cadre de vie protégé sans que la technoscience qui arrive avec les concessions minières puisse venir perturber leur mode de vie, leur civilisation. Et en dernier lieu,
Et ça, c'est un élément très intéressant au niveau de l'article 41 où on interdit les stockages et les décharges des déchets toxiques. Nous avons vécu il y a quelques années, une dizaine d'années, les conséquences des produits chimiques qui ont été exportés, si ma mémoire est bonne, du Danemark ou de la Hollande vers la Côte d'Ivoire. Voilà. Permettez que je lise et Oui. cela va vous faciliter de faire votre commentaire. À l'article 41 de cette loi, il est dit « Sont interdits le stockage et le déchargement des déchets toxiques ou de toute autre substance dangereuse, spécialement sur les terres possédées, occupées ou utilisées par les peuples autochtones pygmées. » Alinéa 2, toute personne physique ou morale qui se rend coupable des actes prévus à l'alinéa 1er de cet article est punie d'une peine d'emprisonnement de 2 à 20 ans et d'une amende allant d'1 à 5 millions de francs congolais sous réserve des réparations des préjudices causés. Allez-y avec votre commentaire. La volonté du législateur ici est vraiment de protéger les modes de vie des populations autochtones pour qu'ils ne puissent pas être en contact avec des substances dont ils ne connaissent pas, des substances qui vont perturber complètement leur mode de vie, des substances qui peuvent les rendre malades. Pourquoi? Simplement parce que, vous savez que les populations autochtones ne sont pas aussi nombreuses que ça au niveau international. Ouais. Et dans les forêts, nous avons des petits groupes d'une centaine de personnes qui occupent des petits territoires au niveau de la forêt, etc. Donc, si on apporte les stockages des produits chimiques, des produits dangereux pour leur culture, ces populations-là vont se retrouver en difficulté pour leur survie. Leur civilisation peut être amenée à disparaître en raison de ces déchargements et des produits toxiques que l'industrie internationale ou congolaise peut apporter à ce niveau-là. Donc, les législateurs à ce niveau souhaitent une protection, une préservation de ces communautés-là et de leur civilisation, parce que ces communautés et leur civilisation apportent à la communauté nationale beaucoup d'autres éléments qu'on ne le pense, des molécules qui peuvent arriver à soigner, parce que ces gens-là vivent dans ces milieux-là qui sont des milieux quand même atroces, avec des moyens rudimentaires, mais ils ont réussi à préserver leur civilisation pendant des millénaires. Donc cet article est d'une importance importante, et d'ailleurs, il ne devait pas toucher seulement aux populations autochtones, oui, mais il devait concerner aussi même les milieux urbains où nous vivons aujourd'hui. Voilà, donc mesdames et messieurs, vous venez là de comprendre le résumé que vient de faire le professeur sur ce chapitre relatif aux droits des autochtones pygmées à l'environnement. Et cet article 41, en lisant la loi, moi-même j'étais aussi très attiré par ça. Je me suis dit que le législateur a bien vu de porter un accent sur cette disposition pour essayer de protéger nos compatriotes. Et vous venez vous de dire que ça doit être une disposition globale pour toute la population de la RDC. Mais je constate une chose. Vous l'aviez dit tout à l'heure au début de l'émission, quand nous évoquions le code forestier par rapport aux amendes, aux dispositions pénales. Là, on parle de 2 à 20 ans de prison pour celui qui déverse les déchets toxiques dans les forêts où vivent les autochtones pygmées. Et on parle de 1 à 5 millions de francs congolais. Est-ce que ça va un peu par rapport au code forestier ou vous pensez qu'il faut encore renforcer cette disposition pénale? Il y a déjà de l'amélioration. Okay. Il y a déjà de l'amélioration. On peut dire que par rapport au code forestier, il y a une avancée. Lorsqu'on arrive déjà à 20 ans d'emprisonnement, pour des personnes verrées qui peuvent aller déverser des décharges toxiques ou des substances dangereuses dans les milieux où vivent ces populations, nous pouvons dire qu'il y a déjà avancé. Après, on laisse toujours les choix au juge de choisir entre soit la servitude pénale principale de 20 ans ou alors une amende. Alors si on reste avec une amende pour moi de 5 millions de francs congolais pour quelqu'un qui a déversé des substances chimiques, des substances toxiques qui peuvent faire disparaître tout un groupe de populations autochtones, je pense que l'amende est quand même faible. Je pense que l'amende est quand même faible. Nous avons intérêt à préserver ces populations parce qu'ils participent à notre propre existence en préservant
la forêt, en préservant la biodiversité, en préservant les changements climatiques. Et donc 5 millions, pour moi, personnellement, reste encore dérisoire. Quoique 20 ans, pour moi, de service pénal, me semble déjà intéressant parce qu'on ne déverse pas sur une population, même si c'était un individu, parce qu'on n'a pas voulu respecter la loi pour recycler les déchets qu'on a produits et on préfère aller les jeter au niveau d'un territoire où vivent les populations autochtones. Il me semble que 20 ans d'emprisonnement commence à être intéressant, mais l'amende, quant à lui, me semble être encore faible. L'amende en termes d'argent est encore faible. Nous espérons que nos élus vont y revenir pour améliorer, parce que c'est le souhait que les amendes puissent faire peur à ces pollueurs ou à ceux-là qui oseraient déposer leurs déchets toxiques dans les milieux où vivent les autochtones pygmées. Alors, cette question me vient, je devrais la poser peut-être à la fin, mais comme elle me vient à l'esprit maintenant, je préfère vous la poser. Je constate que dans cette loi, il n'y a que des droits. On ne parle que des droits des autochtones pygmées. Nulle part on parle des devoirs. On ne leur impose pas certains devoirs, particulièrement en ce qui concerne la protection de l'environnement. Est-ce qu'on peut dire que c'est là aussi une autre faiblesse du législateur? On parle que des droits, oui, parce que déjà on peut dire que la manière dont les législateurs représentent cette loi, ces populations n'ont pas bénéficié, à l'exemple de tout le monde, des différentes lois. Okay. Elle a été marginalisée. Et donc, il était temps pour les législateurs de lui apporter, n'est-ce pas, des mécanismes juridiques qui les permettent de se retrouver d'abord dans ces droits. Et vous dites par rapport aux devoirs, moi je pense que les devoirs du peuple autochtone, c'est déjà respecté. Ces peuples-là, nous l'avons dit dans nos propos introductifs, ces peuples-là préservent déjà les milieux dans lesquels ils vivent. Très bien. Okay. La forêt n'a pas été dévastée par les populations autochtones. La biodiversité n'a pas été détruite par les populations autochtones. C'est-à-dire qu'en vivant dans leur milieu, avec leur mode de vie, leur culture, ces peuples-là font déjà les devoirs de préservation de leur milieu. Donc ils contribuent déjà, jusqu'aujourd'hui, depuis des millénaires, à préserver ces milieux-là, leur milieu de vie qui nous profitent à nous tous. Donc je pense que le législateur, personnellement, a eu raison de ne pas leur apporter d'autres exigences, alors que les exigences qu'ils respectent déjà, ils les font déjà très bien depuis des millénaires. Ouais. Donc il était temps, en effet, que le législateur lui apporte beaucoup plus des droits aujourd'hui qui n'ont pas été reconnus au niveau de l'éducation, au niveau de l'accès à des services sociaux, au niveau de l'accès à l'administration, etc., etc. On sait que dans la répartition du territoire national, dans les milieux où vivent les peuples autochtones, il y a l'absence quasi totale de la présence de l'État dans ces milieux. Donc, qu'il bénéficie des droits aujourd'hui, je trouve que c'est tout à fait logique, parce que les devoirs, il en fait déjà de son propre chef. Merci beaucoup. Voyons maintenant le 5e chapitre qui nous intéresse aussi, du droit à la terre et aux ressources naturelles. Ces chapitres a à lui 7 articles. On va encore lire les textes pour vous permettre de bien avancer. Nous commençons avec le code forestier. Je préfère commencer cette fois-ci avec le code forestier en son chapitre 3. Je vais l'ouvrir pour lire son chapitre. Voilà, nous sommes au chapitre 3e du titre 3. Voilà, c'est encore ici de 3.3. Alors, ici, on parle de l'exploitation des forêts des communautés locales. L'article 111 dit ceci: l'exploitation des forêts des communautés locales s'est faite sous la supervision et le contrôle technique de l'administration locale chargée des forêts. À l'article 112, on dit: outre les droits d'usage des communautés locales, les communautés locales ont le droit d'exploiter leurs forêts. Et cette exploitation peut être faite soit par
elles-mêmes, soit par l'intermédiaire d'exploitants privés artisanaux en vertu d'un accord écrit. Les exploitants privés artisanaux ne peuvent opérer dans les forêts des communautés locales que moyennant la détention d'un agrément délivré par le gouverneur de province sur proposition de l'administration forestière locale. Et rapidement, je prends aussi l'article 113. Pour les besoins d'exploitation de leurs forêts, les communautés locales peuvent demander le concours de l'administration forestière et obtenir une assistance de sa part. Les produits de l'exploitation reviennent à la communauté locale après déduction des frais dus à l'administration forestière pour ces prestations. L'exploitation des forêts des communautés locales peut être confiée à des tiers en vertu d'un contrat d'exploitation. Ce contrat doit être subordonné à l'approbation de l'administration forestière locale. Ça nous ramène à peu près à la question que j'ai posée tout à l'heure sur le chevauchement des textes ou des droits. Mais allons-y d'abord dans la loi sous notre analyse pour voir au chapitre 5 donc, du droit à la terre et aux ressources naturelles. L'article 42 déjà stipule « Le peuple autochtone pygmées ont le droit aux terres et aux ressources naturelles qu'ils possèdent, occupent ou utilisent conformément à la loi en vigueur ». La loi en vigueur ici, c'est le code forestier. Exactement, qui voilà, existe. Et cette loi qui vient d'être votée par les législateurs, l'Assemblée nationale. Et là, on ajoute qu'aucune délocalisation ni réinstallation ne peut se faire sans le consentement libre, informé et préalable des concernés moyennant une indemnisation juste et équitable. Rapidement, on va à l'article 44. On dit « Les peuples autochtones pygmées ont le droit de jouir pleinement de toutes les ressources naturelles, ligneuses et non ligneuses, ainsi que des bénéfices issus des services environnementaux sur les terres qu'ils possèdent, occupent ou utilisent ». Alors, la question que je vais vous poser maintenant, cette loi ne va-t-elle pas créer une certaine cacophonie? J'essaye de relever ça il n'y a pas longtemps et vous voulez démontrer qu'il n'y aura pas de cacophonie, mais je vous repose la question. Quand vous lisez les deux textes, apparemment, ce sont les mêmes choses qui reviennent, mais moi, ma crainte, c'est que les autochtones pygmées s'accrochent plus à la loi qui leur est favorable au détriment du code forestier. Alors, au niveau de la loi, il faut dire que les deux lois ont la même valeur juridique. Okay. Il n'y a pas, le code forestier n'est pas plus important que la loi sur la promotion des autochtones. Donc, c'est pris par le législateur. Donc, au niveau du parallélisme des formes, il n'y a pas une loi qui est plus importante que l'autre. Okay. Mais les deux lois vont se compléter à partir du moment où les peuples autochtones vont se retrouver sur la question de l'exploitation forestière, par exemple. Et ces compléments-là doivent se faire en respectant les différentes dispositions se retrouvant à la fois et dans le code forestier et à la fois dans la loi portant promotion des peuples autochtones. Donc, il n'y a pas dichotomie. Les codes forestiers ont mis l'accent d'abord dans cette première partie sur la possibilité en fait de permettre, n'est-ce pas, aux populations autochtones de bénéficier de leurs droits d'usage, n'est-ce pas? En vivant dans les milieux forestiers, on ne peut pas leur refuser d'exploiter cette forêt. Donc on leur donne des facilités pour l'exploitation forestière. C'est ce qui apporte les codes forestiers. C'est-à-dire les populations autochtones vivant au Baouélé, à Chopo, à Bandundu en Équateur, qui voudraient profiter de la forêt autour d'eux, on leur reconnaît le droit de s'organiser et d'exploiter. On leur facilite cette possibilité-là de cette exploitation. Et ça doit se faire dans le respect de la loi qui est le code forestier. Et maintenant, en nous apportant la loi, la nouvelle loi, par rapport aux peuples autochtones aussi qui revendiquent les mêmes droits, en fait, on se complète. On dit, les peuples autochtones, ils utilisent toujours des ressources naturelles, ils utilisent toujours la terre, eh ben, on leur reconnaît ces droits-là d'utiliser d'abord cette terre, n'est-ce pas? Ils habitent sur cet espace, ces territoires, on leur reconnaît ces droits d'habiter dans ces territoires. On ne peut pas les évacuer manu militari comme on les souhaiterait. Donc la loi leur donne cette possibilité-là. De deux, au cas où on devait les déplacer, pour des raisons d'exploitation, ça peut être d'exploitation minière,
ça peut être d'exploitation forestière, ça peut être aussi des préservations de la biodiversité. N'est-ce pas? On souhaite préserver une biodiversité locale et on demande à ces peuples de bouger ou de se déplacer. Alors, à partir de ces moments-là, il faudrait que ces populations puissent être indemnisées à leur réelle valeur. Ouais. Parce que très souvent, on délocalise les populations, mais elles ne sont pas indemnisées à leur juste valeur. Or, la rémunération à leur juste valeur, c'est lié au fait de tout ce que les populations locales perdent en partant d'un territoire vers un autre territoire qui n'a pas été préparé pour ces populations-là. Les populations perdent beaucoup de choses, notamment en termes de logements ou d'habitat, de leur habitat, en termes alimentaires, des produits qu'ils trouvent facilement. Donc l'ensemble de toutes ces questions-là fait que, en fait, les dispositions du code forestier et les dispositions du code de la promotion par rapport à la nouvelle loi sur La les peuples promotion des autochtones, peuples autochtones, oui. c'est complète en fait. C'est complet. Bien, voyons maintenant ce qui est dit à l'article 46, qui en principe c'est l'article 45, parce que le chiffre 45 a été sauté par peut-être la saisie. Les peuples autochtones pygmées participent à la définition des priorités et des stratégies de mise en valeur, d'utilisation et de contrôle des terres et ressources qu'ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement. Et l'article suivant stipule: le pouvoir central, la province et les entités décentralisées consultent les peuples autochtones pygmées concernés et coopèrent par l'intermédiaire de leurs représentants dûment choisis et acceptés par eux-mêmes en vue d'obtenir préalablement leur consentement libre et informé avant toute mise en valeur, l'utilisation ou l'exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres sur les terres qu'ils possèdent, occupent et utilisent traditionnellement. Donc la loi continue à renforcer l'importance de la participation des autochtones pygmées dans le processus des prises de décisions sur la gestion des forêts et de leur milieu de vie. Exactement, ça c'est très important. C'est très important cet élément de faire participer les peuples autochtones à ces choix-là, dans la mesure où ces peuples-là, ces populations concentrent une richesse très importante. On a vu les industries pharmaceutiques, par exemple, envoyer des spécialistes, aller côtoyer ces peuples et s'approprier de leurs molécules qui aujourd'hui fabriquent beaucoup de médicaments. Et ces molécules-là, après, on leur donne des licences au niveau international avec interdiction aux mêmes peuples d'utiliser leurs propres molécules avec lesquelles ils ont vécu depuis des générations. Donc, on peut dire d'une manière ou d'une autre qu'il y a depuis des années, depuis des générations, une possibilité qui était un laisser-aller qui a été donné à ces firmes pharmaceutiques de venir ravir, s'approprier cette richesse-là, moi je dirais scientifique, intellectuelle des populations autochtones. Désormais, la loi veut qu'ils puissent être associés sur ces questions-là stratégiques. On ne peut pas venir faire, par exemple, l'exploitation minière sans les consulter. Il faudrait qu'ils soient associés de la manière dont ils vont quitter leur territoire, de l'indemnisation qui les seront données et surtout, à la fin de l'exploitation, qu'est-ce qui se passe? Leurs terres-là seront abandonnées. Comment leurs terres vont être laissées dans des conditions initiales, après la fin de l'exploitation, par exemple les minières, forestières, etc. Donc, qu'ils exigent d'être associés à toute forme de politique stratégique par rapport à leur milieu de vie, par rapport à leurs terres, par rapport à leurs forêts, c'est tout à fait logique. Donc il faudrait que d'ailleurs l'État puisse leur donner la possibilité de dire un mot. C'est ce que j'ai dit un peu plus haut aussi par rapport au cahier des charges. C'est-à-dire que par rapport au cahier des charges, c'est là où on demande que ces populations puissent être associées. Pas seulement pour avoir des dividendes par rapport à des sommes d'argent qui peuvent être données, mais surtout pour continuer une bonne gestion de leur milieu de vie, pour continuer la préservation de la biodiversité, pour continuer les prélèvements des ressources dans les conditions respectant
les changements climatiques et comme la communauté internationale les dit aujourd'hui. Donc, si avantage il y a que ces populations en profitent, mais qu'ils soient associés de manière réelle par rapport aux éléments que nous venons d'évoquer. Et je pense que la société civile et des populations autochtones qui a mené un travail depuis de nombreuses années pour que cette loi puisse être votée au niveau du Parlement, a fait un travail important pour arriver à intégrer ces éléments de leur consultation au niveau de l'exploitation, au niveau des planifications stratégiques, de tout ce qui peut se faire au niveau de leur minier d'argile. Je vais terminer sur cette question, sur un élément en rapport avec les droits internationaux. Il y a eu en 98, il faut que je revoie mes dates, ce qu'on a appelé la Convention d'Aarhus. La Convention d'Aarhus qui a apporté des éléments sur l'information, la participation et la justice. Et donc, aujourd'hui, ces trois éléments se retrouvent dans cette loi. Donc, les éléments liés à l'information, à la participation et à la justice. Et les peuples autochtones vont devenir aujourd'hui, avec ces textes, comment je veux dire, les garants, les observateurs. Et que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans les exploitations, dans la façon de prélever les ressources naturelles, ben, ils peuvent se servir de ces dispositions des lois, comme l'a dit la Convention internationale, la Convention d'Aarhus, pour informer la communauté nationale, pour aller en justice, c'est-à-dire demander des réparations. Et cette question-là, nous pensons qu'elle est essentielle à ces termes-là. Merci beaucoup, professeur. Nous nous acheminons progressivement vers la fin de cette émission Environnement et droit d'aujourd'hui. Avant de conclure, je vais aller vous demander si vous pensez que cette loi aura un impact sur la protection de l'environnement par rapport aux habitudes et modes de vie des Pygmées. Est-ce que ça va vraiment impacter la protection de l'environnement? Alors, tout va dépendre d'abord de la société civile, de la manière dont elle va s'approprier la loi et va insister pour la sensibilisation des populations qui sont concernées. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, tout va dépendre aussi de l'État. De l'État à travers les ministères qui sont concernés, parce qu'il y a beaucoup de ministères qui sont concernés par ces trois. Il y a le travail, il y a la santé, il y a beaucoup de ministères qui sont concernés. Leur concertation va permettre en effet que la loi puisse s'appliquer de manière efficiente. Troisième élément, en ce qui concerne nous, en droit de l'environnement et particulièrement du ministère de l'environnement et du développement durable, bah, nous demandons en effet, pour la partie qui concerne ces ministères, que les ministres de l'environnement puissent faire suivre cette loi d'un programme qui va permettre aux populations autochtones de s'approprier les différentes dispositions concernant l'environnement. Et enfin, la communauté internationale, qui n'a que des vœux intéressants par rapport à la protection de l'environnement, puisse se saisir de cette possibilité pour soutenir les différentes organisations de la société civile qui interviennent dans ce domaine pour que la loi puisse vraiment être connue au niveau national par les entreprises, par les populations autochtones, par les administrations locales, parce que des fois les administrations locales ne sont pas au courant des évolutions administratives qui existent. Donc voilà, si tout ça est respecté, si tout ça est fait, nous pensons que la loi peut avoir des beaux jours devant lui et que dans 10 ans, dans 20 ans, nous reviendrons pour faire un bilan de cette loi ou l'apporter par rapport à l'évolution législative, des nouveaux éléments pour les renforcer. Voilà. Donc nous sommes à la fin, professeur. Vous avez permis à nos nombreux téléspectateurs qui prennent déjà l'habitude avec Environnement et droit sur Environews TV de comprendre la quintessence de cette nouvelle loi qui venait d'être adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat et qui n'attendra que la promulgation par le président de la République.
un dernier mot avant que je ne puisse rendre l'antenne parce que nous sommes à la fin. Alors, j'espère que par rapport au problème de numérotation, c'est juste un problème de forme, Oui. que ce problème-là sera réglé rapidement au niveau du journal officiel. J'insiste quand même pour qu'il n'y ait pas vraiment une numérotation qui laisse à désirer devant la loi. Je demande aux populations locales, aux populations autochtones de s'approprier de cette loi, de la diffuser. Et quant à nous, nous continuerons à faire ce travail de diffusion pour que les droits des peuples autochtones puissent être connus au niveau national. Merci professeur. Enjeux environnementaux et les droits de peuples forestiers, cas des autochtones pygmées de la RDC, c'était le sujet de ce 3e numéro de votre émission Environnement et droits qui arrive à sa fin. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vos questions et suggestions, envoyez-les par SMS ou par WhatsApp au numéro qui est affiché sur le bas de votre écran. Nous allons les exploiter dans nos prochaines émissions avec notre consultant qui sera là avec nous. Lui, c'est le professeur Guillaume Chitende Wampinda, docteur en droit public avec spécialité en droit de l'environnement, urbanisme et aménagement. Encore une fois, professeur, merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir associé. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de cette émission. Coordination Alfredo Ntumba Prince, supervision technique Serge Ngalamouloumé, Francis Banzoulou, Glody Foulou était derrière les caméras. Réalisation Béni Roy Amia. Merci à cette grande équipe technique qui a concouru à la production de cette émission. Sans oublier le professeur Henri Bondjoku, lui il est le directeur du musée national, le cadre qui nous reçoit pour l'enregistrement ou le tournage de cette émission. Nous lui disons grand merci et vous invitons vous à venir visiter le musée national pour vous enrichir culturellement. Merci encore une fois mesdames et messieurs, je suis Roméo Kalonji Kachika, je vous retrouve très prochainement. Au revoir, à très bientôt.